Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, en ce lundi matin, notre invité c'est Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur et maire d'Alfortville et vous êtes un très proche du Premier ministre Manuel Valls. Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, bonjour Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Luc Carvounas, est-ce que ce n'est pas l'affaire qui aura entaché définitivement le quinquennat de François Hollande? Je parle de celle mettant en cause Jérôme Cahuzac. C'est l'actualité ce matin. Je ne sais pas si c'est l'affaire qui aura entaché le quinquennat, mais en tous les cas, c'est effectivement un dossier qui aura profondément marqué et changé la vie politique française. Aujourd'hui, son procès commence. Laissons la justice faire son travail. Je crois même que ses avocats déposent une question prioritaire de constitutionnalité. Peut-être que même le procès va être reculé. Bon, on verra tout cela. Mais vous voyez, moi aujourd'hui, tout cela a fait suffisamment de mal aux hommes et aux femmes politiques. Ça jette l'opprobre. Hein, Il vous en parle, bien sûr, c'est le côté tous pourris, qu'est-ce que vous cachez? Vous savez, les 500 000 et quelques élus locaux, ils font un boulot du matin au soir pour leurs concitoyens. C'est du 24-24 et malheureusement, on a des dossiers comme celui-là qui viennent entacher toute l'action quotidienne et journalière de ces élus. Bon, voilà, ça m'intéresse peu en fait. C'est l'histoire d'un... Je l'ai lu sur une d'un menteur, c'est l'histoire d'un escroc. C'est la une du Parisien ce matin. C'est une histoire pas très intéressante à mes yeux et je laisse la justice faire son travail. Luc Carvounas, vous êtes aussi au PS secrétaire national chargé des relations avec le Parlement. Oui. Donc j'imagine que vous avez peut-être des lumières sur ce fameux texte sur la déchéance dont on a vu les premiers débats vendredi. Ça va arriver au Sénat à la mi-mars. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, il y aura un congrès à Versailles? Écoutez, je l'espère, je le souhaite, évidemment. Vous n'en êtes pas Après, sûr. être secrétaire national en relation avec le Parlement, ce n'est pas avoir une boule de cristal sur les débats parlementaires avant qu'ils aient lieu. D'autant qu'au Sénat, le débat n'aura pas lieu avant le mois de mars. Écoutez, moi, ce que je regrette là encore, c'est que depuis le discours à Versailles le 13 novembre et aujourd'hui, on a eu affaire à quoi? Pour une partie de mes camarades du Parti Socialiste, un débat dans le débat, on a bien compris qu'il y a encore un énième débat contre l'action de François Hollande. Pour aujourd'hui, l'opposition républicaine, c'est encore un autre débat dans le débat, celui de la primaire interne. On voit bien les postures entre un François Fillon, un Nicolas Sarkozy. Chacun y va de sa tactique pour essayer finalement d'agréger le plus grand nombre. Est-ce que c'est au niveau de l'attente de nos concitoyens? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on doit quand pas un président de la République, le 16 novembre, vous l'avez rappelé, fixe un cap, et que s'il n'y avait pas de congrès à Versailles, on a envie de vous dire, mais à qui la faute quand même? Oui, alors ça, on verra ça. On n'en est pas encore là, enfin, quand même. On se dira qu'il n'y a pas de congrès. Ouais. Moi, je crois quand même, au vu des échanges qui sont les miens avec mes collègues au Parlement, même mes collègues de droite, pas que de gauche, même si les débats sont importants, et c'est normal, la question l'est tout autant, on révise la Constitution, c'est pas rien quand même, on n'est pas en train de parler de n'importe quel texte, c'est ce qui régit notre République. Eh bien, je reste de ceux qui pensent que mercredi, le texte sera voté, et puis il viendra au Sénat pour qu'il soit peut-être un peu modifié, pour que le Sénat y mette sa patte aussi. J'ai entendu Gérard Larcher ou le président Retailleau. Mais en tous les cas, vous savez qu'ensuite, on ne sera pas tenu par des délais. On pourra revenir en deuxième navette très rapidement à l'Assemblée et puis au Sénat. Moi, j'espère qu'on sera en congrès au mois d'avril. Est-ce qu'il n'y a pas risque pour le texte de s'enliser, sincèrement, parce qu'il faut qu'il soit voté conforme au Sénat et à l'Assemblée? Vous dites vous-même qu'il va être réécrit au Sénat. Les risques, on est parti pour les calendes grecques. Non, vous dites ça parce que je suis d'origine grecque. Tous les risques sont possibles. Après, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, à gauche, je vois que nous allons les prendre, nos responsabilités, même s'il y a eu des voix dissonantes. Mais on commence à en avoir un peu l'habitude depuis le début de ce quinquennat de voix dissonantes à gauche, mais nos textes sont votés. Aujourd'hui, c'est la droite républicaine qui a la clé de savoir si on va partir dans un enlisement ou pas. C'est à elle de nous dire, dans les débats qui auront lieu aujourd'hui, demain jusqu'à mercredi, si elle veut faire de ce grand débat, encore une fois sur la révision de notre Constitution, un autre débat
dans le cadre de leur polémique et posture. Mais vous avez des icônes de la primaire. gauche, pardonnez-moi, mais vous avez des Lesquelles? icônes de la gauche comme Robert Badinter qui estime qu'il n'est pas utile de toucher à la Constitution. La déchéance de nationalité peut passer par une modification de la loi civile. Donc, comment le gouvernement peut-il encore être défendable sur sa position? Alors les icônes, tout le monde s'affuble d'être une icône aujourd'hui. C'est l'histoire qui dit qui est une icône ou pas. En tous les cas, Robert Badinter est une voix importante de la vie politique française. Il a son opinion, mais encore une fois, son opinion n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action de ce gouvernement et du président de la République. Et l'opinion de quelqu'un comme Cécile Duflot, ça a quand même été assez chaud, pardon de l'expression, vendredi dernier, entre elle et Manuel Valls. D'ailleurs, à ce propos, il y a un contentieux entre les deux, c'était quand même assez violent. Je peux la citer aussi aujourd'hui, elle dit « Je ne me laisse pas impressionner par Manuel Valls » et c'est bulldog aboyeur. Ça veut dire quoi? Ça traduit quoi? Qui sont les bulldogs aboyeurs? Oui. Je crois que quand On allait vous poser la question si vous en faisiez partie ou pas. Vu les relations très amicales qui sont les nôtres, je ne pense pas, non. Mais en tous les cas, je vois bien qu'il y a une difficulté entre ces deux personnalités politiques qui ont un vrai caractère, l'un et l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, on a franchi encore un peu plus le Rubicon. Il y a eu de la part de Cécile Duflot, à mon sens, un dérapage dans les sur Vichy, bien sûr, d'autant par rapport à tout ce que cela renvoie dans l'histoire de notre pays. Il y a eu un dérapage, mais ce dérapage, il est lié, je l'avais déjà exprimé il y a quelques mois, voire années, ils sont dans une relation... elle est dans une relation qui n'est plus très que politique contre Manuel Valls. C'est quasi irrationnel. C'est une relation de comportement personnel. Bon, voilà, elle ne s'entend pas avec le Premier ministre. Et plutôt que de... Elle parle de cabale, là. Mais quelle cabale? Quelle cabale? C'est elle-même qui s'est enfermée dans une expression. Vous savez, quand on dérape, et un candidat fameux... à la régionale, dans une des régions importantes de France, l'a reconnu ensuite. Quand on fait un dérapage verbal, il faut savoir s'excuser. Et à un moment donné, il faut reconnaître aussi, surtout quand on veut faire de la politique autrement et avec une certaine modernité, même quand on s'appelle Cécile Duflot, même quand c'est une camarade que j'apprécie personnellement, même si on n'est pas d'accord sur tout, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle s'est trompée. Et le camarade dont vous parlez, c'est Claude Barthelone. En tous les cas, Claude Barthelone a reconnu par la suite qu'il aurait pu peut-être ne pas utiliser certaines expressions. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans la vie politique. Quand on sait reconnaître ses fautes et ses erreurs, c'est ce qui nous fait avancer collectivement. Ça augure assez mal quand même du rassemblement à gauche que beaucoup souhaitent, j'imagine vous aussi, pour la suite. C'est quand même pas très compliqué ce climat en ce moment où à gauche, il y a le débat sur la déchéance, on parle des primaires, tout ça dans une atmosphère de pré-remaniement. Bien sûr que c'est compliqué. On a su se rassembler, parfois pas toujours, dans nos territoires. On connaît les résultats des dernières élections municipales, départementales, régionales. Mais moi, je préviens la gauche française dans son entièreté. Il ne suffit pas d'aller se réunir à la Bellevilloise pour demander une primaire à gauche qui s'apparente plus à un référendum contre le président de la République, François Hollande. Vous le rappeliez de mes responsabilités au sein du Parti socialiste. Si on tend vers cela, moi je demanderais aussi à ce que l'on aille jusqu'au bout du processus des primaires, y compris dans toutes les circonscriptions de France. Parce que c'est trop facile de venir nous tenser sur le plan national et qu'en off, on vienne nous voir dans les coulisses de la rue de Solferino pour d'ores et déjà savoir quelle circonscription ou pas on pourrait conserver. Donc c'est pas tirage et grattage la vie politique française en 2016. Donc à un moment donné, il faut que chacun ait conscience que si on veut des primaires, chiche, on y va partout et pour tout. Et alors nos camarades... Y compris pour les investitures. Y compris pour les investitures. Et alors nos camarades d'Europe Écologie Les Verts... Y compris pour Madame Duflot, par exemple, qui a dit qu'elle serait candidate. Mais je pense qu'elle a envie de se présenter, elle l'a dit. Donc nous l'avions soutenue en 2012. Mais elle a laissé entendre justement qu'elle n'aurait pas l'investiture à cause de Manuel Valls. Mais moi, il faut qu'elle sorte de cela. Moi, je suis en train de parler de choses bien plus importantes, de processus globaux. Et à partir de ce moment-là, encore une fois, moi j'en ai plus qu'assez. Vous savez... J'ai fait les fusions de listes comme directeur de campagne en l'entre-deux tours des régionales pour l'Île-de-France. Vous croyez qu'aujourd'hui, les électeurs comprennent d'avoir une Clémentine Autain, numéro 2 en Seine-Saint-Denis, d'un Claude Barthelone, par rapport à tous les propos qu'elle tient aujourd'hui ou qu'elle a tenus à l'entre-deux tours? Vous croyez que c'est utile d'avoir un Julien Bayou, numéro 8 sur la liste de Paris, que l'on fait élire conseiller régional d'Île-de-France pour que le soir du 31 décembre, il n'a de cesse de débiner ce qu'a dit le président de la République? Moi, j'en ai marre de ça. Et les électeurs, si ils ont de la défiance vis-à-vis de nous, c'est qu'ils en ont marre de ça. Ça apparaît petite officine qui s'entendent entre elles et qui font un grand jeu de théâtre sur le plan national. Alors chiche,
Si on veut des primaires pour tout le monde, eh bien on va avoir des primaires pour tout le monde. Mais moi, je dis je menace personne, attention. Hein. Je dis simplement que nous avons les uns et les autres besoin d'être ensemble. On n'a pas d'intérêt de ne pas avoir de groupe parlementaire, Europe Écologie, ou communiste, à l'Assemblée ou au Sénat. Mais en tous les cas, nous avons besoin de reprendre un peu nos esprits et un peu de sérénité et de faire ce que nous avons su si bien faire le 6 mai 2012. On était ensemble contre Nicolas Sarkozy et c'est ensemble qu'on l'a battu. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de préparer le retour d'une droite dure. Ça n'existe pas, l'autre gauche ou la cinquième. Il n'y a pas d'autre gauche. Vous êtes en train de nous dire clairement la gauche, elle, quelquefois, elle réussit dans la conquête, mais dans l'exercice du pouvoir, on le voit, c'est extrêmement difficile. C'est un peu ça que vous nous dites. Dans l'exercice du pouvoir, on a démontré que c'est difficile, parce qu'on n'a pas su se poser à un moment donné, au fil de toutes nos victoires des élections intermédiaires, pour savoir comment nous voulions diriger ce pays. Eh bien, peut-être que nous avons maintenant l'occasion, d'ici la fin de ce quinquennat, de préparer un projet présidentiel autour de François Hollande, pour que enfin la gauche puisse s'inscrire dans la durée dans ce pays. Mais la reconquête est difficile aussi, hein, puisque l'Alliance populaire de M. Cambadélis, pour l'instant, ça fait plutôt un flop. Hein. Bah, c'est sûr que pour faire une alliance, il faut être plusieurs. Oui, justement, donc... les communistes ne viennent pas à la table des réunions, les Verts non plus. Mais moi, je pense qu'on a une belle opportunité cette année de se retrouver autour d'une même table et de faire un pack à la fois programmatique, présidentiel et législatif, plutôt que de nous saborder les uns les autres, mettons-nous autour d'une table et préparons les échéances législatives, présidentielles. Et cette gauche, il y a une certaine gauche en France qui est complexée dans son rapport au pouvoir. J'ai aucun complexe dans mon rapport à la gestion de ma ville ou de la gestion du pouvoir actuel entre François Hollande et Manuel Valls. Il faut que cette gauche-là, plutôt que de regarder un peu son nombril, et de savoir quel nouveau bouquin elle va sortir contre le président de la République, eh bien, elle se ressaisisse parce qu'elle est en train de préparer une autre droite. Vous savez, une droite très dure. Luc Carvounas, ça passe par un remaniement, vous le souhaitez ? Bon, j'ai rien à souhaiter du tout. Ça ne m'appartient pas. Je suis très, très alerte sur les institutions françaises. Ça appartient au président de la République. Mais combien même... Ça peut aider à coaliser. Non, mais pour ça peut aider à coaliser s'il y a une assiette qui démontrait qui s'élargit avec de nouveaux partenaires ou de nouvelles personnalités, de nouveaux visages. Ça peut redonner un coup de booster à la fin de ce quinquennat. Si le président de la République pense que c'est utile, eh bien, il aura raison de le faire et pour nous emmener jusqu'à l'élection présidentielle. Vous avez dit le 26 janvier dernier que vous souhaitiez que, par exemple, des représentants de Europe Écologie Les Verts rentrent au gouvernement. Là, c'est mal parti depuis vendredi. Hein. Vous avez un peu changé d'avis. Non, j'analyse juste ce qui est en train de se passer. Après, je peux le redire si ça vous fait plaisir, mais malheureusement, pour être ensemble, il faut que chacun l'exprime de la même manière. Aujourd'hui, j'ai plus le sentiment qu'Europe Écologie Les Verts, qui a perdu une grande partie de ses cadres, de ses élus, hein, dans l'UDE de Jean-Vincent Placé et de François Durugy, est en train de se chercher. D'ailleurs, ils ont reconnu, au soir du deuxième tour des élections régionales, que leur stratégie d'aller avec le parti de gauche, qui est aujourd'hui un parti groupusculaire, ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de cadres, ils n'ont personne, si ce n'est de siphonner le Parti communiste français, Mélenchon est complètement seul. Donc leur stratégie a été un échec patenté. Donc aujourd'hui, nous leur tendons la main, aux communistes, aux écologistes, aux radicaux qui sont déjà avec nous, pour que nous puissions avancer pour notre pays. Luc Carvounas, on a quand même le sentiment justement d'une panne, hein, que la France est en panne, une panne politique. Vous l'avez dit, il faut chercher des partenaires, vous ne les trouvez pas. L'enlisement sur la réforme constitutionnelle, la colère des agriculteurs, la guerre entre les VTC et les taxis. Manuel Valls est très actif, mais pour autant, il n'a pas à son actif de grandes réformes pour redresser le pays. Vous vous souvenez dans quelles conditions Manuel Valls est arrivé Premier ministre ? Il est arrivé Premier ministre après un échec électoral cuisant municipal où la carte finalement des collectivités de gauche dirigées aujourd'hui est celle de 1971. On a fait un retour vers le futur assez important. Donc oui, ce pays doit être redressé. Oui, c'est difficile. Mais on fait quoi ? On baisse les bras ? On dit que c'est pas possible ? Malgré ce que nous mais on attend toujours qu'il fasse quelque chose d'emblématique. Mais ce que l'on fait dans les recrutements, aussi bien dans l'éducation nationale, dans la justice, dans la police, quand nous avons l'année dernière diminué l'impôt pour 9 millions de ménages, on fait rien là ?
Luc Carvounas, vous allez sortir un livre, Destination France, une nouvelle politique en faveur du tourisme, aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. On a appris qu'un certain nombre de villes, Cannes, Nice, Deauville, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer vont pouvoir ouvrir le dimanche, les commerçants vont pouvoir ouvrir le dimanche. Il y a de mauvais chiffres à Paris, dans l'hôtellerie, ils ont beaucoup baissé, notamment à cause des attentats. Bien sûr. Est-ce qu'il faut aller plus loin, au fond, plus loin que la loi Macron? Comment on peut faire pour remédier à tout ça? Alors, mon ouvrage n'est pas sur les zones touristiques internationales. D'ailleurs, sur le débat des ZTI, moi, à l'époque, au Parlement et ici au Sénat, j'étais de ceux, comme Anne Hidalgo, qui prônaient à ce que ça ne se fasse pas sans l'avis des maires. Parce que nous sommes les meilleurs ingénieries territoriales pour dire ce qui est faisable ou pas faisable. Non, cet ouvrage est plus une contribution pour dire que finalement, on parle du chômage. On n'a pas tout essayé contre le chômage. Il reste la première industrie française qui, trop souvent, n'est pas vécue comme telle. Et c'est l'industrie du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Eh bien, il faut, à mon sens, reprendre la structure, sans rentrer dans des grands détails trop techniques, qui s'appelle Atout France, mais qui est aujourd'hui sous l'égide de Bercy, et lui donner des vrais moyens. Aujourd'hui, le budget de l'Atout France en Espagne, pour vous donner une comparaison, c'est un budget 10 fois supérieur à celui de l'Atout France français. On voit bien, et on comprend pourquoi, au travers du tourisme, l'économie espagnole repart aussi. Et il faut pouvoir donner des moyens dans les territoires, aux grandes intercommunalités. Je suis vice-président de la métropole du Grand Paris aujourd'hui. Je pense que c'est aussi à ce niveau-là que nous devons trouver une synergie entre un opérateur d'envergure nationale qui définit une stratégie nationale, ceux qui la mettent en œuvre, c'est-à-dire les grandes intercommunalités ou les métropoles, et les régions aujourd'hui avec la loi NOTRe peuvent investir dans les équipements. Et aujourd'hui, le tourisme est trop saucissonné. Vous savez, c'est 7% du produit intérieur brut, le tourisme en France, et c'est 2 millions d'emplois, dont 1 million d'emplois directs. Au moment où on parle de produire France, de marque France, c'est de l'aménagement du territoire, ça touche à tous les secteurs. Et donc, ce secteur-là, cette industrie-là, qui est notre première industrie, elle doit être encore plus dynamisée par les pouvoirs publics. Merci Luc Carvounas d'être notre invité ce matin. Vous Merci. êtes sénateur et maire d'Alfortville et vous êtes très proche du Premier ministre Manuel Valls. On va d'ailleurs débriefer, regarder avec nos éditorialistes ce que vous avez déclaré ce matin et analyser l'actualité dans un instant. Voilà, et aujourd'hui j'accueille Guillaume Doyen, responsable des éditions régionales locales du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Guillaume. Et André Crétenant, qui est le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire à l'international, puisque cette émission Territoire d'Info est maintenant diffusée tous les week-ends en best-of, les meilleurs moments sur vos antennes dans le monde. Merci d'être avec nous. On démarre peut-être par congrès, pas congrès, sur cette déchéance de nationalité, Guillaume Doyen. Il faut 3/5. Oui. Est-ce qu'ils les auront ? Qui le sait, pas moi. C'est extraordinaire la tournure que prennent les choses. Ça s'enfonce. Plus on approche du vote et plus ça se délite. François Fillon appelle plutôt à voter contre lui. Donc c'est devenu un enjeu à droite. Et aussi une ligne de fracture. C'est ce que dit d'ailleurs notre invité, Luc Carvounas. À gauche, inutile de dire que c'est la ligne de fracture, que la complexité du dossier s'épaissit de jour en jour. Donc ça peut être le gros loupé de l'année. Luc Carvounas nous a déclaré tout à l'heure, je reste de ceux qui pensent que le texte sera voté. J'espère le Congrès au mois d'avril. André. Alors, congrès, pas congrès. Donc, qui peut le dire aujourd'hui? Donc, c'était intéressant, évidemment, d'entendre Luc Carvounas. C'est la droite qui a la clé, il a dit aussi. Non, pas seulement la droite. Moi, je pense que la gauche a aussi la clé, parce qu'au fond, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait renoncement au Congrès. Alors, je sais, voilà, on attend François Hollande au tournant. On se dit, s'il renonce, c'est une catastrophe. Si le texte n'est pas voté, c'est une catastrophe. Mais peut-être qu'on peut plaider pour un esprit de renoncement, d'une certaine manière. Vous savez que je suis suisse. Et voilà, je trouverais le geste peut-être intéressant. Dans l'accent, ça ne nous a pas tout à fait échappé. Voilà, non mais je sais, en France, les polémiques sont évidemment très fortes, mais on pourrait imaginer qu'à un moment donné, François Hollande renonce. Je crois que c'est Condorcet qui a dit à un moment donné, pour que la loi change, il faut qu'il y ait un certain état d'esprit, il faut qu'il y ait une certaine sérénité. Et que donc là, on n'est pas du tout dans ce moment de sérénité, peut-être que ça vaudrait la peine de renoncer. Avec un calendrier qui n'est pas forcément le meilleur. On a démarré d'ailleurs cette émission avec notre invité sur l'affaire Cahuzac. Oui. Dont le procès doit commencer aujourd'hui. Une affaire hors norme, bien sûr, qui a entaché le quinquennat de François Hollande ou pas? Oui, tant qu'elle a été suivie par une autre affaire fiscale, celle du député Thévenot,
qui, rappelez-vous, avec quand il appelait ça son allergie, sa phobie administrative, donc un député qui se faisait tirer les oreilles pour payer ses impôts et qui a été nommé au gouvernement. Très peu de temps, le temps qu'on détecte ces petits problèmes. Mais enfin, 2 d'affilée, ça fait beaucoup. André Crête-Nant, sur l'affaire Cahuzac, vous qui êtes suisse. Oui, vous le rappeliez. D'abord, ce sont des affaires qui ont été des épines, évidemment, dans le pied du gouvernement. Mais on peut aussi voir les effets positifs, puisqu'il y a eu, d'une certaine manière, une loi Cahuzac et qu'il y a eu un renforcement, évidemment, des contrôles fiscaux, la création de la haute autorité de surveillance. Donc il y a eu un bon effet, effectivement, de l'affaire Cahuzac. Donc tout à l'heure, le sénateur disait non, voilà, ça ne m'intéresse pas, mais si c'était intéressant, je pense que pour les Français de voir qu'un ministre ne peut pas continuer à tricher sur ses impôts, à ne pas déclarer ou avoir des comptes en Suisse non déclarés en Suisse. Je pense que c'était un très bon signal, une très bonne alerte et ça a eu une influence évidemment. Luc Carvounas probablement ne voulait pas commenter un procès qui démarre. Oui, on passe à la relation Duflot-Valls. Avec des paroles ce week-end de Cécile Duflot très dures. Je ne suis pas impressionné par Manuel Valls et ses bulldogs aboyeurs. Oui. Luc Carvounas a rappelé qu'il avait de bons rapports personnels avec elle, lui, de son côté, mais que ça n'empêchait pas, évidemment, cet extraordinaire antagonisme entre le Premier ministre et elle, Guillaume Doyen. Oui, qui n'est pas neuf, qui ne cesse de s'aggraver. Qui est sur le terrain personnel, au fond, maintenant. Manifestement, depuis longtemps, je pense que c'est sur un terrain personnel, oui. La détestation mutuelle est depuis longtemps, ce qui entraîne des phrases de plus en plus brutales, sèches et irrémédiables pour un certain nombre d'entre elles. Donc oui, il a recadré ça sur le terrain personnel parce qu'il s'agit quand même derrière aussi de pouvoir s'entendre avec Europe Écologie Les Verts. Donc que ce duo remuant n'empêche pas toute alliance à terme. D'ailleurs, quand on parle des primaires, quand il parle des primaires, notre invité ce matin, Luc Carnouvas, il dit si on veut des primaires, on y va aussi pour les investitures. Oui, absolument. Je pense que c'était un des moments les plus intéressants, évidemment, de l'interview tout à l'heure. C'est-à-dire, on parle beaucoup de l'investiture, on parle beaucoup du candidat, des candidats, effectivement, non seulement à la primaire, mais voilà, ceux qui seront candidats à la présidentielle. Mais il place évidemment tout cela sur le plan d'un accord global, en fait. Pour pouvoir, il a dit à un moment donné, voilà, pour pouvoir aller ensemble, il faut s'entendre. Donc voilà, c'est une lapalissade, mais elle est importante. On ne voit pas, évidemment, aujourd'hui, l'accord global à gauche. Tout le monde est divisé. Donc effectivement, ces primaires paraissent assez mal parties si elles devaient arriver. Il pointait aussi les dérapages de Cécile Duflot. La remarque sur la déchéance et Vichy. Et Vichy, oui. C'est là-dessus qu'il a pointé le fait il en a reparlé. On était dans l'irrationnel. Ça fait partie de la séquence tendue de ces derniers jours. Il y en aura d'autres. Sur le remaniement, il a souhaité un coup de booster. Il est possible ou pas, Guillaume Doyen ? Bien sûr, il est possible et une partie du gouvernement s'y attend, un peu fébrilement, pense qu'il va se passer quelque chose. Mais voilà, ça appartient au président de la République maintenant. Moi, je n'en sais pas plus. Mais ce coup de booster que souhaitait Luc Carnouvas, comment il peut arriver, puisque au fond... Non, moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet booster. Il y a un remaniement ministériel. Je ne vais pas dire que c'est un remaniement que technique, mais effectivement... pour coaliser les choses. Si le ministre des Affaires étrangères part, voilà, il faut le remplacer. Ça va provoquer un certain nombre de changements, peut-être de chaises musicales. On ne peut pas coaliser les choses, comme il disait. Mais je ne vois pas d'effet en ce qui concerne, en tout cas, l'action politique du gouvernement. Je ne crois pas que ça va le booster. Je ne crois pas que les Français attendent aujourd'hui particulièrement un remaniement ministériel. Ils attendent des résultats, notamment sur la question du chômage, sur la question de la sécurité, mais pas nécessairement un remaniement ministériel. On passe à la une du Parisien, Guillaume Doyen. Votre une aujourd'hui, c'est le procès d'un menteur. Oui, Cahuzac. Voilà, on en a déjà parlé. Et en dessous... Pour la radio, mais je pense que ça ne leur a pas échappé, c'est le procès d'un menteur, Jérôme Cahuzac. Voilà. Et en dessous, on a du Paris OM. Voilà. L'affaire Cahuzac, dans le monde, on en parle beaucoup Pas beaucoup pour l'instant. Non, on a parlé beaucoup, évidemment, au moment de l'éclatement de l'affaire, mais on verra ces prochains jours. On verra avec le procès. Merci infiniment. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Nous vous souhaitons une bonne journée et on se retrouve demain à la même heure.